Au sommaire de cette édition, Hassan Aliker, un ancien travailleur humanitaire, a été nommé ce jeudi Premier ministre de la Somalie par le nouveau président Mohamed Abdullahi Mohamed. Violence dans le Kasaï en République démocratique du Congo, le gouvernement annonce l'ouverture d'une enquête. Enfin, en Afrique du Sud, après une récente série d'incidents violents dirigés contre des immigrés, les autorités ont appelé au calme ce jeudi. Ancien travailleur humanitaire et cadre d'une compagnie pétrolière, Hassan Aliker a été nommé Premier ministre ce jeudi par le nouveau président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed. Ce dernier a fait l'annonce via son compte Twitter. J'ai désigné Hassan Aliker en tant que nouveau Premier ministre du pays. Je l'ai choisi parce qu'il le mérite en termes de connaissances et expérience. Je me vois travailler avec lui. C'est un homme honorable qui va travailler avec ma vision. Au centre de notre travail, il y aura premièrement la protection de la propriété publique, deuxièmement, le travail en association avec la justice et troisièmement, l'aide aux plus pauvres. Après sa nomination qui doit encore être approuvée par le Parlement, Hassan Aliker a promis de travailler d'arrache-pied avec le président pour former un gouvernement qui représente le peuple. Je sais que c'est un poste à responsabilité et je sais que le pays traverse une période difficile et que le peuple somalien a besoin d'un gouvernement. Je vais essayer de former un gouvernement une fois que le Parlement aura approuvé ma nomination qui a été proposée par le président. La relation entre le nouveau Premier ministre et le président sera donc cruciale pour l'avenir de ce pays très fragile. En RDC, la Commission électorale nationale indépendante CENI a déjà dépassé 15 millions d'électeurs dans les 13 provinces de la République démocratique du Congo. Son président Corneille Nangaa l'a annoncé ce mercredi 22 février à Kinshasa lors de la présentation du bilan à mi-parcours de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Quant au calendrier électoral, la Commission électorale nationale indépendante demeure disposée pour sa publication. Par le biais de Corneille Nangaa, la CENI insiste sur certains préalables qui doivent être réglés. Ces préalables sont les suivants. Nous ne pouvons pas présenter un calendrier tant que nous n'avons pas l'assurance sur les questions logistiques. Il va falloir que la CENI sache avec quels moyens il a pour déployer les matériels. Le deuxième préalable, c'est le budget. Le budget, nous vous l'avons présenté. Il sera validé par les instances compétentes, dont le gouvernement et l'Assemblée nationale. Au-delà de tout cela, nous nous conformons à l'esprit de l'accord politique. L'accord demande qu'on organise les 3 scrutins avant décembre. La CENI travaille dans ce sens-là. Si bien que pour la CENI, parce que l'accord exige des évaluations, il serait indiqué qu'avant de publier les calendriers, que nous ayons la première évaluation qui devra se faire par la CENI en collaboration avec le gouvernement, mais surtout aussi avec le Conseil national de suivi de l'accord. Notons que l'opération d'enrôlement des électeurs a commencé en juillet 2016 dans la province pilote du Nord-Ubangi. En décembre, l'opération a été lancée dans 12 autres provinces où elle va se clôturer en juillet prochain. En République démocratique du Congo, une enquête sera finalement menée sur les massacres révélés dans le Kasaï par des vidéos non identifiées mais diffusées sur Internet.
Ces vidéos mettaient en cause des soldats congolais en poste dans le Kasaï central et le Kasaï oriental, soupçonnés d'avoir massacré des civils désarmés. L'annonce de l'enquête a été faite par le gouvernement congolais. Un véritable rétropédalage de ces autorités qui refusaient jusqu'au week-end dernier de mener des investigations sur les agissements de ces forces armées. Le gouvernement avait même qualifié les vidéos qui circulent de montage grossier au point de soulever la colère de la communauté internationale. Sur les images, on pouvait voir des hommes en uniforme tirer sur des civils et notamment des mineurs armés au mieux de bâtons. Selon les autorités congolaises qui lancent un appel à témoins pour aider à la manifestation de la vérité, une commission d'enquête composée de hauts magistrats militaires sera mise en place pour tenter de clarifier ces actes de violence révélés par les 3 vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Les premières patrouilles mixtes formées de soldats maliens, combattants de groupes pro-gouvernementaux et de l'ex-rébellion, censées préfigurer la refonte d'une armée unitaire, ont été lancées jeudi à Gao, plus grande ville du nord du Mali. La cérémonie de lancement s'est déroulée en périphérie de Gao, au siège du mécanisme opérationnel de coordination MOC, chargé d'organiser ces patrouilles. Elle concernait des soldats de l'armée régulière, des combattants des groupes pro-gouvernementaux formant la plateforme et des hommes de l'ex-rébellion dominante Touareg du nord du Mali formant la coordination des mouvements de l'Azawad, la CMA. Ces patrouilles mixtes qui démarrent aujourd'hui à Gao seront suivies dans quelques semaines par celles du bataillon MOC de Kidal et celui de Tombouctou. La MINUSMA et l'opération Barkhane, qui ont apporté leur soutien à la mise en place du bataillon MOC de Gao, restent dans les mêmes dispositions pour appuyer l'opérationnalisation de ceux de Kidal et de Tombouctou. À terme, 600 hommes, 200 de chaque camp, devraient participer à ces patrouilles. Jeudi, ils étaient une centaine qui, après rassemblement sur le site du MOC, sont montés, armes au poing, dans des pick-up en direction de la ville de Gao. Les patrouilles mixtes sont une des dispositions de l'accord de paix signé en mai-juin 2015 par Bamako, la plateforme et la CMA. Leur lancement intervient près de 5 semaines après un attentat suicide contre le camp où la cérémonie a eu lieu jeudi. Le ministre sud-africain de l'Intérieur, Malusi Gigaba, a lancé jeudi un appel au calme après une récente série d'incidents violents dirigés contre des immigrés qui ont ravivé le spectre des émeutes xénophobes meurtrières de 2015 et 2008. Depuis 2 semaines, en effet, plusieurs bâtiments occupés par des étrangers et soupçonnés d'abriter des maisons de passe ou du trafic de drogue ont été brûlés par des riverains en colère à Johannesburg et dans la capitale du pays, Pretoria. Ces incidents n'ont pas fait de victimes, mais conduit la police à renforcer sa présence et à procéder à de multiples arrestations. Les flambées de violence anti-immigrés sont récurrentes en Afrique du Sud. Le ministre a également promis de répondre aux inquiétudes des organisateurs et de faire respecter les lois en matière d'entrée sur le territoire sud-africain et d'emploi. Le Nigeria, dont les ressortissants ont été mis en cause ces derniers jours, a exprimé mercredi sa vive inquiétude et exigé des mesures de protection de ses ressortissants. En 2015, 7 personnes sont mortes lors d'émeutes et de pillages visant des commerces tenus par des étrangers à Johannesburg puis à Durban. L'Afrique du Sud a connu en 2008 sa vague de violence xénophobe, la plus meurtrière, qui a fait 62 morts. En Libye, 13 migrants sont morts asphyxiés dans le conteneur d'un camion qui les transportait vers une plage de l'Ouest afin de traverser la Méditerranée vers l'Europe. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi le Croissant Rouge libyen CRL. Ce drame est le dernier en date frappant des migrants clandestins originaires d'Afrique et du Moyen-Orient qui s'embarquent en Libye, pays plongé dans le chaos, pour tenter de rejoindre l'Europe dans l'espoir d'une vie meilleure. Mardi, au total, 69 migrants clandestins ont été découverts à l'intérieur d'un conteneur transporté par un camion devant les conduire à la plage de Homs, ville à 115 km de la capitale, Tripoli.
13 d'entre eux, dont 2 enfants, y étaient morts. Morts et survivants ont été conduits vers le centre de rétention de Homs, a précisé sur sa page Facebook la branche du CRL dans cette cité. 6 ans après la chute de Muammar Kadhafi, la Libye, déchirée par les luttes de pouvoir et les violences, est devenue un carrefour de l'immigration clandestine vers l'Europe. Les passeurs organisent des départs, généralement depuis l'ouest du pays, à destination de l'Italie, située à seulement 300 km. Faire de la filière d'analyse biomédicale une branche de la médecine qui inspire de la confiance aux populations togolaises. Les responsables de l'université de Lomé évoluent dans ce projet. Ce projet, à terme, à la fin de cette année, doit pouvoir nous aider à offrir à la population des prestations de qualité. Quand vous venez dans nos laboratoires, ce que la Fondation nous aide à mettre en place, nous sommes maintenant à même de vous donner des résultats de qualité, de sorte que ce résultat, quand vous réalisez la même chose en Europe ou dans un autre pays de l'Afrique, que vous soyez satisfait et que ça soit de la même qualité. La salle de cours et celle des travaux pratiques de la faculté des sciences de la médecine et de l'école supérieure des techniciens biologiques et alimentaires ont fait peau neuve pour assurer la formation de qualité aux techniciens d'analyse biomédicale au Togo. La Fondation Mérieux, une organisation familiale européenne, a appuyé la réfection de ces lieux de savoir à Lomé. Parce que ces équipements qui sont inaugurés aujourd'hui, ces salles de cours, de TP, ou encore ce matin la direction, le bâtiment de direction, médicaments, pharmacie et laboratoires, sont des outils qui vont permettre à la nouvelle génération, les nouveaux étudiants, de pouvoir travailler dans de meilleures conditions et surtout faire face aux enjeux que l'on connaît aujourd'hui. Il y a beaucoup de résistance antimicrobienne, il y a des faux médicaments qui circulent énormément, il y a des faux tests et il est important pour se soigner correctement d'avoir les bons outils et les bonnes formations. Soutenu par le réseau d'Afrique des laboratoires d'analyse biomédicale, le projet couvre les différents aspects de la biologie médicale. Il a une durée de 4 ans pour un coût global d'environ 600 millions de francs CFA. Aux Philippines, la principale opposante à la sanglante guerre contre le trafic de drogue du président Rodrigo Duterte a été arrêtée ce vendredi dans le cadre d'une enquête visant, selon ses partisans, à la faire taire. Dans une déclaration à la presse peu avant sa reddition, la sénatrice Leila De Lima a balayé les accusations de trafic de drogue sous-tendant son arrestation. C'est un honneur pour moi d'être emprisonné pour les choses pour lesquelles je me bats. S'il vous plaît, priez pour moi. Comme je l'ai dit depuis le début, je suis innocente. Il n'y a aucune vérité dans les accusations selon lesquelles j'aurais bénéficié du trafic de drogue, que j'aurais reçu de l'argent et que j'aurais protégé des trafiquants emprisonnés. Leila De Lima, 57 ans, s'était réfugiée jeudi soir au Sénat après avoir échappé à la police qui avait tenté de l'arrêter à son domicile. Elle a dormi dans son bureau puis s'est rendue à des policiers armés revêtus de gilets pare-balles. Les poursuites avaient été lancées contre elle la semaine dernière au motif qu'elle aurait monté un réseau de trafiquants de drogue lorsqu'elle était ministre de la Justice sous la précédente administration de Benigno Aquino. Leila De Lima a qualifié cette semaine Rodrigo Duterte de tueur en série psychopathe et appelé les Philippins à s'opposer à sa campagne contre les stupéfiants. Peu avant son arrestation, Amnesty a estimé que la sénatrice devrait être considérée comme une prisonnière d'opinion. À la présidence, on soutient au contraire que cette arrestation montre que même les puissants peuvent être traduits en justice.